Est-ce que tes clients osent parler d'argent tout de suite quand ils viennent te voir? Est-ce que les clients parlent beaucoup d'argent? En fait, quand ils viennent, c'est souvent leur principale peur, l'argent. Évidemment, ils ont besoin de savoir combien, soit ils vont devoir payer, soit combien ils vont pouvoir obtenir. Et parfois, ils sont un peu frustrés parce qu'au bout du premier rendez-vous, on ne peut pas donner de réponse par rapport à ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de pouvoir identifier que derrière cet argent, il y a de la peur. Et donc, au premier rendez-vous, moi, je vais travailler sur cette peur qui est liée à l'argent, parce que la peur du financier, soit il faut remplir le frigo, donc on comprend que voilà, c'est important. Et puis, on avait un cadre de vie, deux salaires qui rentraient, là, d'un seul coup, on divise par deux logements, donc forcément, on vivra moins bien. Donc, il y a déjà ça aussi, accepter que oui, ça va être différent, parce qu'il y aura plus de salaire pour un seul lieu, il y aura un seul salaire et un lieu, donc ça change la donne. Pourquoi ils viennent avec une peur de l'argent? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir moins le temps de la procédure? La peur liée à l'argent, c'est un problème de sécurité. Et en fait, l'être humain, quand on regarde la pyramide de Maslow, tu sais, il y a des besoins, et le besoin de sécurité, c'est un besoin qui arrive très vite. Et on assimile notre sécurité à l'argent, en fait. Si j'ai plus d'argent, je ne suis plus en sécurité. Et il faut être honnête, avoir un toit, vouloir remplir son frigo, c'est des besoins essentiels. Donc c'est assez naturel qu'il y ait cette peur-là. Après, on vit dans une société où les systèmes sont quand même bien faits. C'est-à-dire que même pour des personnes qui ne travaillent pas, soit il peut y avoir des aides ou autres, mais évidemment, ça va changer la donne. Et c'est facile de gagner plus d'argent, devoir faire avec moins, c'est toujours plus compliqué. Et donc, forcément, ça fait peur. Puis quand on a les enfants, on n'a pas envie non plus de dire on va devoir réduire le train de vie, en fait. C'est quelque chose qui est douloureux. Et en plus, quand on n'a pas décidé de la séparation, souvent, ça fait beaucoup de choses à devoir avaler comme couleuvre, en fait. Oui, on est triste et en plus on est plus pauvre. Ouais, c'est ça. Quels sont les frais qu'on ne voit pas venir dans un divorce? Il y a plusieurs frais autour d'un divorce. Tu as les frais, effectivement, déjà de la procédure. Donc ça, les gens se disent bien, on va devoir payer un avocat. Mais ce qui va venir se cumuler, c'est souvent avec les doubles logements, en fait. Quand tu vis ensemble, tu payes une seule facture d'électricité et autres. Et tous ces frais-là, on n'y pense pas tout de suite, mais d'avoir un autre logement avec tous les frais à devoir cumuler, bah, ça chiffre vite, en fait. Donc, il y a les frais de la procédure des personnes qui vont intervenir, avocats, notaires, et puis les frais d'avoir un autre logement, donc sur les choses de la vie courante, en fait. Et combien ça coûte un avocat pour divorcer? C'est la question, combien coûte un divorce? Alors ça, on nous la pose tout le temps, et puis on veut savoir, on veut des chiffres. Et on va faire une réponse qui ne va pas satisfaire, parce qu'on va dire, Réponse d'avocat. ça dépend. Une réponse d'avocat, ça va dépendre. Alors déjà, il faut savoir que chaque avocat a son tarif. Il n'y a pas, comme chez les notaires, un seul tarif unique. Donc chaque avocat, suivant sa notoriété, son expérience, il peut faire des tarifs différents. Donc tu ne peux pas avoir le même tarif d'un endroit chez un autre avocat. Ensuite, ça va dépendre aussi du type de procédure. Soit tu es sur une procédure où les gens sont d'accord sur tout, et une procédure où ils sont d'accord sur rien, ça ne peut pas être le même tarif. Donc s'ils sont d'accord sur tout, moi je considère qu'on n'a pas à leur facturer un temps où nous, on n'aura pas à faire beaucoup de choses, j'ai envie de dire, dedans, parce qu'ils sont déjà mis d'accord. Là où ils sont d'accord sur rien et il y a un travail important à mener, le tarif sera plus important. C'est pour ça que forcément, ça va varier. Ce qui est important, et c'est un message que je donne toujours à tout le monde, c'est que vous devez savoir quand même combien ça va vous coûter. Donc vous devez demander à l'avocat une convention d'honoraires. C'est normalement obligatoire, mais je sais encore que certains ne le font pas. Et donc c'est important de dire combien va me coûter la procédure. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a deux façons de facturer. Soit on facture au taux horaire, soit au forfait. Au taux horaire, très clairement, tu ne peux pas savoir combien ça va te coûter. Combien d'heures il faudra à l'avocat pour faire ça. Et c'est pour ça que moi, je refuse maintenant de travailler au taux horaire, parce que je considère que mes clients, ils doivent savoir combien ça va leur coûter. Donc moi, je fais déjà le premier rendez-vous, je fais un premier état de la situation pour essayer de me rendre compte à peu près le travail que je vais avoir à mener. Comme moi, je fais qu'une seule procédure, que je connais ma matière, je suis capable de faire des conventions au forfait. Donc j'ai un forfait pour un divorce amiable, un forfait pour un divorce judiciaire, que je vais adapter par rapport à ce que j'ai compris du dossier. Je me mets quand même toujours une marge de sécurité en disant que dans mon accord amiable, enfin dans ma convention d'honoraires, pardon, à l'amiable, voilà ce que ça comprend. Si par contre ça dérape et qu'il y a 2 ou 3 audiences de plus, là ça peut être facturé en plus.
Mais dans 90% des cas, je suis toujours dans mon forfait parce que je connais bien ma matière et je sais ce que ça va coûter. Donc, on ne peut pas donner un montant, comme tu l'as compris, ça va dépendre du type de procédure. Mais par contre, on doit connaître, quand on s'engage avec l'avocat, combien ça va coûter. Et est-ce qu'on peut prévoir un budget? Est-ce que c'est 1 000 euros, 20 000 euros? Ou alors ça dépend peut-être de la complexité, mais est-ce qu'on pourrait se dire, il me faut 15 000 euros pour divorcer, ou il me faut... Là, pareil, j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre sur, moi j'ai envie de dire, au minimum, on est sur, alors je parle des tarifs français parce que c'est différent complètement sur la Suisse. Et puis alors même en France, c'est différent entre Paris et la province. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Il y a des divorces qui se font à 1 500 euros et puis ça monte à 30 40 000 euros. Donc c'est vrai que la fourchette, elle est extrêmement importante en fait. Est-ce que tu as déjà vu des gens divorcer à cause de conflits financiers, justement? Alors, est-ce que les gens divorcent à cause de conflits financiers? Pas seulement. Enfin, je ne pense pas que l'argent soit l'unique cause en fait d'une séparation. C'est quand même souvent ce que moi j'appelle multifactoriel. C'est une conséquence, l'argent, mais c'est pas la cause profonde en fait. Et si on veut parler des causes de la séparation, là, elles sont multiples en fait. Ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que on évolue en fait. Avec l'âge, on change. Et on n'anticipe pas toujours la façon dont on va changer, en fait. Il y a des personnes qui deviennent de plus en plus négatives. La vie fait qu'ils s'assombrissent un petit peu. Et puis, c'est là où il y a quelque chose qui va se distordre dans le couple. L'évolution ne va pas être la même. Ils se sont rencontrés à un certain âge. Au bout de 10 et 15 ans, ils ne vont pas évoluer de la même façon. Donc, il y a des attentes qui vont faire qu'ils ne se connectent plus, en fait. Et j'ai plein de clients qui me disent mais je voudrais retrouver celui d'avant, en fait. Je dis, mais on évolue et il a changé et il faut aussi l'accepter, ce changement. Tu n'acceptes pas le changement de l'autre, bah, tu te déconnectes. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Tu vois, j'ai même vu presque l'inverse, des gens qui avaient des difficultés financières, qui étaient soudés dans leur combat pour gérer leurs difficultés financières. Parce que tu sais, il y a des statistiques qui disent que la première cause de séparation, c'est l'argent. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est le haut de l'iceberg, tu vois. C'est facile. C'est souvent, on croit avoir la réponse. Le problème du couple, c'est ça. C'est compliqué, un couple. C'est des êtres humains. Et en fait, il faut aller creuser en dessous de l'iceberg pour voir les vraies problématiques. Et à mon avis, elles sont en dessous de la table, comme je dis, sous l'iceberg. Est-ce que l'argent est un prétexte pour ne pas se séparer parfois? Alors, pour le coup, effectivement, l'argent, souvent, c'est une raison qu'on va emmener pour dire il ne faut pas qu'on divorce. Il y a l'argent et les enfants. C'est non, pour les enfants, on ne divorce pas. Puis l'argent, de toute façon, on ne peut pas. Donc, on ne le fait pas. Et ça, ce que j'appelle, c'est notre cerveau qui nous envoie des informations pour ne pas agir, en fait. Parce que notre cerveau, il veut toujours nous contenir de ne pas nous faire bouger, en fait. Donc, divorcer, c'est un sacré chamboulement. Donc, en fait, on va recevoir des informations pour dire, tu vois, c'est danger, c'est miné. Et l'argent, c'est le premier. On ne peut pas, financièrement. Regarde, déjà là, c'est difficile. De domicile, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est vraiment mis très, très fréquemment en avant pour ne pas divorcer. Et moi, je peux dire, en 23 ans, j'ai divorcé toutes les classes sociales. Et ce n'est jamais l'argent qui va empêcher de divorcer. C'est pas vrai. C'est un motif qu'on se donne, c'est une croyance, mais je peux le dire, hein, vraiment toutes les classes sociales. Et les divorces ont été possibles. Donc c'est une croyance limitante, en fait, pour nous empêcher d'agir, en fait. Mais c'est pas vrai, en fait. On peut divorcer même si on est en situation financière difficile. On a cette croyance limitante parce qu'on a peur, ou alors est-ce qu'on se juge? Pourquoi on a cette croyance limitante? Par rapport à l'argent, c'est parce qu'on a peur. Et vraiment, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau au moment d'une séparation. Ton cerveau, il veut te protéger. Il veut que tu prennes pas de risques, il veut te maintenir vivante. Donc c'était autant, on se faisait poursuivre par les dinosaures, enfin pas par les dinosaures, par les lions, etc. Donc là, on est quand même en sécurité maintenant. Sauf que le cerveau, il fonctionne toujours pareil. Il dit « Ah non, ma cocotte, bouge pas, ça peut être dangereux ». Donc tu vas recevoir des informations pour te dire « Non, je suis pas bien dans mon couple, mais quand même, tu vois, il y a trop de problèmes d'argent, je peux pas ». Donc je m'interdis de le faire pour ce que j'appelle une mauvaise raison, en fait. Qui, dans mon cerveau, est une bonne raison. Hein. C'est « Non, mais je peux pas, tu vois bien, financièrement, c'est pas possible. Donc je dois pas le faire ». Sauf que c'est une croyance limitante. Et ça, c'est aussi ce qui me passionne dans mon travail, c'est d'aller mettre le doigt sur ces croyances limitantes. Et c'est impressionnant comme elles nous guident, en fait, sans parfois s'en rendre compte, mais on va faire des choix.
liées à ces croyances limitantes. Sauf qu'on est en souffrance, on ne comprend pas, parce que tu n'es pas allé dans la direction qui était juste pour toi. Tu t'es interdit de prendre une décision à cause d'une croyance limitante, la peur par rapport à l'argent. Et je le redis, personne n'a pas pu divorcer à cause de l'argent. C'est pas vrai. C'est une croyance limitante. Et tu dirais quoi aux gens qui disent il ne faut absolument pas divorcer, c'est mal de divorcer? La société, c'est ce qu'elle nous dit, que c'est mal de divorcer. C'est à chaque fois, je vois les gens, mais ils sont presque honteux quand ils rentrent dans mon bureau. Ils sont gênés, en fait. Et moi, là, je leur dis, OK, vous avez l'impression que c'est honteux de divorcer. Et rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, c'est quoi? Et tout doucement, pareil, on détricote et on se rend compte que prendre la décision de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus, c'est courageux et surtout c'est honnête en fait. Est-ce que la personne qui vit à côté de vous, elle mérite de ne plus être aimée en fait? On divorce pas parce que c'est pas bien, mais on l'aime plus, on la regarde plus, on la touche plus. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des violences en fait. J'appelle ça, moi, le divorce passif. J'ai fait un podcast là-dessus, parce qu'en fait, tu vis en colocataire, il y en a toujours un qui est dans l'attente de quelque chose, et on lui donne même plus un regard, plus rien. Et ça, c'est violent, en fait. Alors que dire à quelqu'un, écoute, on a vécu des belles années, c'était chouette, mais là, aujourd'hui, j'arrive plus à être connectée à toi. J'arrive même plus à te toucher, parce que souvent, il n'y a plus d'intimité de couple à un moment donné. Et donc, tu mérites pas ça en fait. Et donc l'honnêteté et le courage, c'est de dire il faut qu'on se sépare. Donc certains peuvent y voir effectivement de la honte. Moi, j'y vois du courage et une honnêteté incroyable que de dire non, j'ai plus l'amour en fait pour que on puisse rire ensemble, passer des beaux moments. Et ce que je donne là, on donne notre mauvais côté quand on n'aime plus quelqu'un. C'est horrible ce qu'on donne à l'autre. C'est de lui faire se rendre compte tous les jours que c'est une mauvaise personne pratiquement. Le dos tourné, et je trouve que personne ne mérite ça. Pourquoi, selon toi, la société nous met cette honte du coup sur le divorce? La honte sur le divorce, elle est très ancienne. J'ai même envie de dire, elle est presque un peu religieuse. On est quand même ancré. Il y a un système éducatif, religieux, qui fait que on se marie, on fait des enfants, enfin voilà, et ça doit être comme ça. Tout le monde doit rentrer dans ce moule-là. Et quand toi tu dis, moi je suis pas exactement, ça me rend pas très heureux en fait, et là je suis malheureuse, et que tu veux sortir de ça, voilà, c'est ancré dans cette société que au niveau religieux, on était ensemble et on reste ensemble. Et la réussite, ce serait de rester ensemble. La réussite, c'est de rester ensemble heureux. Oui, ça c'est chouette, mais ne pas rester ensemble malheureux. Est-ce qu'on peut divorcer intelligemment sur le plan financier? Divorcer intelligemment sur le plan financier, est-ce que c'est possible? Moi, c'est mon credo, donc oui, c'est possible. C'est possible quand on considère que l'argent, c'est neutre. L'argent, ce sont des chiffres. Lorsqu'on met de l'affect sur de l'argent, là, on ne divorce plus intelligemment. Et ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'entends tout le temps « Oh, je ne vais rien demander, comme ça, je serai sympa. » Donc, on considère que être sympa, ce n'est pas demander de l'argent. Ça n'a rien à voir. L'argent, c'est un chiffre. Vous êtes sympa en dehors d'une demande financière. Et là, il y a vraiment quelque chose pareil, c'est sociétal, ça. Ce serait être vénal que de demander de l'argent. Mais si ça m'appartient, si j'y ai droit, pourquoi je ne devrais pas obtenir cette somme-là? C'est pas d'être gentil ou pas gentil, en fait. Et ça, vraiment, il y a un gros travail à faire pour enlever cette croyance, pareil, que je ne vais pas être sympa si je demande une somme d'argent. C'est neutre, l'argent. Et il faut enlever l'affect autour de ça. Et justement, est-ce que tu as déjà vu des ruptures qui se sont bien passées financièrement? Alors, des ruptures qui se passent bien, il y en a, et heureusement. Et moi, j'ai envie de dire, on y travaille. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être, elle part mal, mais si on la prend de la bonne façon, si on applique les bonnes méthodes, ça se termine bien. Et donc, c'est ça le vrai enjeu. C'est qu'au départ, ça peut être conflictuel, parce que le conflit, il existe, c'est normal, et puis il ne faut pas non plus en avoir peur, mais comment on fait pour que ça se termine plutôt bien? Donc oui, c'est possible. Et c'est possible de divorcer joyeusement, ou c'est un mythe? Alors, le divorce dans la joie, pour être très sincère, je commence tout doucement à communiquer dessus, parce que
Ma vision, en fait, c'est ça. Mon ambition, c'est de dire on va divorcer dans la joie. Je sens bien que la société n'est pas complètement prête, mais j'ai dit je ne vais pas lâcher mon affaire. Je dis même on va divorcer dans l'amour, en fait. Dans l'amour de l'autre, quand même. Je sais que c'est ambitieux, mais j'y crois, tu vois. Ouais, mais on n'y croit pas, nous. Je sais, mais je vais vous convaincre, en fait. Je vais vous convaincre parce qu'en fait, je l'ai dit à ma cliente hier. Je lui ai dit, écoutez, elle devait annoncer la séparation. Donc, le moment hyper stressant quand tu dois annoncer la séparation. Et je lui ai dit, on va faire un acte d'amour, cette annonce de séparation. De remercier l'autre pour ce qu'on a vécu. De lui dire l'amour qu'on a pu avoir pour lui. Et cet amour qui peut durer, mais qui n'est plus un amour de couple qui cherche une intimité. Ça peut être un amour fraternel, en fait. Parce que moi, je considère que tout être humain mérite d'être aimé, en fait. Donc, on peut ressentir de l'amour pour tout le monde, mais plus être un couple, en fait. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport à ça. Et donc, je sais que c'est difficile, mais j'amène tout doucement à dire, je peux divorcer de quelqu'un dans l'amour, en fait. Donc, pour l'instant, je le dis dans la joie. J'essaie tout doucement de l'amener dans l'amour parce qu'on me dit, mais c'est tellement contradictoire. Mais je travaille le sujet pour pouvoir qu'il soit compréhensible et pouvoir l'emmener auprès de mes clients.